Rapidement, donc en 5-6 slides, je vous rappelle les principes généraux. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous, c'est 2 exemples concrets, très concrets de la méthode. Ensuite, un ou 2 outils à partager pour suivre l'étude et puis après, parler un peu des études, des limites des études quantitatives. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui, parmi vous, ont déjà lancé quelque chose ou ont du mal à le faire et qui aimeraient le partager? Allô, allô? Moi, je suis en Oui. train de concevoir avec mon ami le questionnaire, mais il n'est pas encore lancé. Et ben, est-ce que tu voudrais le partager? Ah, oui, pourquoi pas, ouais. OK, bon. OK, alors on y va. Fatima, si tu veux bien lancer la première slide, s'il te plaît. Donc, il y a 5 étapes dans un questionnaire, quantitatif. Si vous partez sans savoir pourquoi, vous le faites, ça devient compliqué. Ensuite, il y a l'élaboration, il y a la collecte, je vais revenir après dans le détail après. Il y a la collecte des données, il y a l'analyse des données et puis surtout ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est comment vous allez interpréter les résultats et est-ce qu'à partir de là, vous allez vous conforter, vous pivoter, changer de méthode, et cetera et cetera. Vas-y Fatima, désolé. Alors, un questionnaire, ça prend du temps à construire, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. Hem, En règle générale, moi je pars du principe qu'un bon questionnaire quantitatif, c'est maximum 10-12 questions. Quitte à revenir une 2e fois, une 2e fois, voire une 3e fois, ça sert à rien d'en faire trop. Deuxièmement, si vos questions sont mal posées, si elles ne sont pas pertinentes, au bout de la 5e question, les gens vont s'épuiser. Soit ils vont arrêter le questionnaire et vous les avez perdus, soit ils vont peut-être répondre à côté parce que ça va les ennuyer. Le 3e principe général, c'est que, l'objectif d'un questionnaire quantitatif, c'est de poser des questions qui soient le plus fermes possible. L'objectif, c'est que vous les emmenez progressivement dans votre territoire, dans votre univers à vous, pour les obliger à répondre vraiment objectivement. Ensuite, le 4e principe, c'est que, il vaut mieux avoir des questions à choix multiples et je vais vous donner des exemples concrets après pour obtenir des données qui soient beaucoup plus nuancées et je vous donnerai les limites d'un questionnaire tout à l'heure. Il n'y a rien de pire que de dire oui, non et autres, parce que oui, pourquoi, non, pourquoi et autres pourquoi, si ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et encore une fois, 10 questions, 10-12 questions, c'est largement suffisant pour démarrer. Fatima, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, l'objectif d'un questionnaire dit quantitatif, c'est de redonner c'est ensuite, c'est de créer des graphiques. Alors, on n'est pas à l'école, l'idée, c'est pas de faire des tableaux Excel, c'est de pouvoir représenter graphiquement ce que vous êtes en train de présenter. Pour peu, après que vous allez lever des subventions, chercher des fonds, et cetera, plus vous présentez, vos questionnaires, le rendu de vos questionnaires avec des tableaux, plus vous pouvez les partager, plus les gens comprennent. Ensuite, le principe d'un questionnaire quantitatif, c'est qu'on globalement, on part souvent du plus large, donc des résultats généraux et plus on avance dans le questionnaire, plus on arrive sur les analyses qui sont détaillées. Ensuite, pour qu'un questionnaire soit limpide, il faut que dans les objectifs de l'étude, il faut aussi qu'elle soit en parallèle avec vos connaissances existantes. Si en amont d'un questionnaire, vous n'avez pas commencé à regarder un peu le marché de manière macro, en analysant, vos partenaires, vos prestataires, vos concurrents, les bénéficiaires et cetera, c'est compliqué. Ensuite, moi ce que je crois indispensable, c'est que, il faut aussi accepter qu'il y ait des limites dans l'étude. D'abord parce que vous n'allez pas pouvoir faire une étude quantitative une seule fois, il y a de fortes chances pour la vous que vous la refassiez au moins 2 ou 3 fois. Vas-y Fatima, s'il te plaît. Ensuite, je ne sais pas pour ceux qui ont démarré, il y a pas un nombre maximum, un nombre minimum. Un bon questionnaire quantitatif, moi je considère qu'il faut au moins l'envoyer à 100, 200, voire 300 personnes. C'est pas là, c'est pour une raison simple, c'est qu'une bonne partie des gens vont répondre à côté, une bonne partie des gens ne vont pas répondre et puis, l'idée c'est d'avoir une vision à peu près à un instant T qui soit à peu près, en gros, qui soit à peu près comment dire? Le miroir de votre cible. Heu, donc voilà, il faut quand même un échantillon qui soit assez représentatif. Même s'il est à l'échelle réduite de votre cible, il faut assez qu'il soit représentatif. Donc moi, je pense à un questionnaire quantitatif. Alors c'est vrai que vous démarrez, vous n'avez pas forcément la cible, parfaitement définie, vous n'avez pas forcément le nombre de personnes, mais essayez de monter à 50, 100, 200 personnes, ça serait l'idéal. Un bon moyen aussi, c'est avant de l'envoyer dans la nature, entre guillemets, c'est de le tester auprès de votre entourage. Pour une raison simple, est-ce que votre entourage proche le comprend? Est-ce qu'il y a des points qui pourraient être bloquants, sur lesquels ils n'arrivent pas à se prononcer? Ensuite,
Un questionnaire, ça demande un effort de concentration. Si les personnes de votre entourage propre n'arrivent pas à le faire, même s'ils sont bienveillants, c'est qu'à un moment donné, votre questionnaire est mal construit. Donc, si vous l'envoyez comme ça auprès de votre cible, vous risquez d'avoir un taux de retour qui soit assez négatif ou peu de retour du tout. Voilà. En gros, c'est que plus votre questionnaire est fluide et plus vous partagez votre opinion et plus les gens ont envie d'interagir avec vous. Fatima, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui me semble importante, c'est qu'un questionnaire, quand vous envoyez un questionnaire, vous récupérez des coordonnées des gens, des adresses mail, des téléphones portables peut-être. Moi, il y a un truc que je vois souvent, c'est qu'on oublie de dire merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à la question. Moi, je vous invite à dire merci aux gens à qui vous questionnez. Ensuite, s'ils sont vraiment intéressés, et vous allez voir sur le questionnaire, si vous avez un compte Instagram, un compte LinkedIn, peut-être un site internet qui est en train de se monter, n'hésitez pas à les inviter pour qu'ils s'inscrivent, pour voir un peu l'évolution de votre projet. Pour une raison simple, c'est que ces gens à qui vous envoyez votre questionnaire quantitatif et aussi qualitatif après, c'est peut-être des partenaires, c'est peut-être des prescripteurs, c'est peut-être des clients, donc des futurs clients. Donc, n'hésitez pas à partager avec eux, là, le résultat de votre questionnaire, ça c'est hyper important de le partager. Et deuxièmement, invitez-les à suivre l'évolution de votre projet. C'est le principe du bouche-oreille, hein, c'est le principe de la boule de neige, c'est que plus les gens, reviens un tout petit peu en arrière, s'il te plaît, Fatima, plus les gens participent, plus vous les embarquez dans votre écosystème, dans votre projet, plus les gens ont compris, plus vous pourrez repartager un deuxième questionnaire après, plus les gens auront envie de vous suivre et plus vous allez les embarquer dans votre projet. Fatima, s'il te plaît. Alors après, il y a des outils. Est-ce que vous êtes à l'aise avec des outils de questionnaire? Je ne sais pas si vous avez beaucoup pratiqué. Il y en a plein sur le marché. Alors, le plus simple pour moi, c'est Google Form. Il y en a un autre qui s'appelle tally.so.io. En fait, il y en a plein. Voilà, donc je vais vous donner une liste de 16 outils. Je vous dis, Doodle, c'est pas mal. HubSpot, c'est bien, parce que HubSpot, c'est plutôt un CRM qui vous permet après de gérer la relation que vous avez avec vos prospects, les gens qui répondent à votre questionnaire, etc. Voilà, faites des choses simples. Google Forms, c'est bien. Tally, c'est bien. Tally.io, c'est bien. Et HubSpot, c'est pas mal. Fatima, voilà. Alors après, je vous donne 2 exemples. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est fluide pour l'instant? Tous les micros sont fermés, donc je ne sais pas trop. Ça vous va? Très clair. OK, bon. Là, je vais prendre un questionnaire. En fait, c'est des gens qui Thierry, voulaient j'ai monter. juste une question. Ouais. J'ai juste une question que j'aurais posée à leur place, que j'attendais, mais tu, tu évoques le fait d'adresser 100, 200 à 300 questionnaires, enfin destinataires du questionnaire. Ouais. Quel est le nombre de retours minimum en deçà duquel tu estimes que l'intervalle de validité statistique est tel que les résultats n'ont aucune signification? Tu as évoqué le chiffre de 50. Pour toi, c'est vraiment le nombre plancher de réponses? Bah, moi, je considère que si tu n'as pas 30 ou 40% des gens qui ont répondu et sur lesquels ça te permet d'avancer, c'est que soit le questionnaire a été mal construit, on en reparlera après, soit ce n'est pas la bonne cible. Il faut peut-être proposer peut-être un questionnaire complémentaire. N'ayez aucun frein à reposer d'autres questions complémentaires à des gens qui ont déjà répondu ou des gens qui n'ont pas répondu. Soit ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont pas reçu le mail, ils n'ont pas reçu l'invitation. Enfin, donc, n'hésitez pas à faire le job 2 fois, 3 fois. Moi, je considère qu'un bon questionnaire quantitatif, il faut au moins avoir 30-40% de réponses, quoi, au minimum. Si vous avez plus, tant mieux. Mais l'idée, c'est que votre cible questionnaire, elle soit représentative de votre écosystème et elle vous permet d'avancer. Alors voilà, donc l'éco-citoyenneté, ben, on est en plein dedans, hein, avec vos projets en règle générale. Là, l'idée, c'est le porteur de projet, la startup, c'est en fait, ils veulent monter une application sur laquelle, en fait, ils vont porter plein de gestes pour améliorer, enfin, plein de sujets pour améliorer les gestes individuels ou les gestes collectifs au quotidien sur tout un tas de sujets. Et à travers cette application-là aussi apporter des conseils pour mieux être un bon citoyen, enfin un bon éco-citoyen. En fait, au départ, ils ont émis des hypothèses. Mais ces 4 hypothèses-là, en fait, le questionnaire va leur permettre de valider ou d'invalider ces hypothèses-là. Je vous laisse les dire. Bien que minimes quand ils sont faits individuellement, ces petits gestes écologiques peuvent avoir un impact s'ils sont effectués par des milliers de personnes.
Ces gestes réalisés par un membre d'une famille peuvent motiver et sensibiliser d'autres personnes de la famille à la cause écologique. Ces petits gestes individuels développent ainsi une prise de conscience écologique collective. Lorsqu'un individu réalise un petit geste à la portée écologique, il change doucement ses habitudes de vie. Et au contraire, c'est ce qui va permettre de l'hypothèse, et c'est ce qui va permettre de valider ou d'invalider les questionnaires. Les gestes faits individuellement n'ont pas de réel impact sur le réchauffement climatique. Seules les entreprises, les plus gros pollueurs, peuvent endiguer ces phénomènes. Voilà. Voilà un exemple de questionnaire où il y a une problématique et à partir de cette problématique-là, ils émettent des hypothèses. Et on parlait d'études d'opportunité quand je suis venu vous voir à Saint-Chamond. Ça, dans l'étude d'opportunité, c'est un bon exemple d'un questionnaire quantitatif. Fatima, s'il te plaît. Bon, alors l'âge, vous êtes un homme, une femme, votre âge. Profession, ça va dépendre des sujets, mais là, c'est intéressant. Bon, c'est classique, hein, c'est un truc qui sait, c'est cadre, employé, profession libérale, agriculteur, exploitant, etc. Ouvrier. Il y a 10 questions. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, à partir de 12-15 questions, pour un premier questionnaire quantitatif, je pense que c'est beaucoup trop. Donc là, l'idée, c'est qu'il part d'un entonnoir assez large pour arriver au plus précis, à la dernière question. Je vous laisse les lire, mais effectuez-vous des gestes pour l'écologie quotidienne? Il y a un truc intéressant. En fonction du nom, on pouvait très bien passer sur une autre question. En gros, dans votre questionnaire quantitatif, pardon, en fonction de la manière dont vous le mettez en place, si les gens répondent non, ça ne sert à rien qu'ils répondent à la question 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin, j'en sais rien. Envoyez-les directement là, sur une autre question. Un, ça va vous permettre de les garder dans votre projet, histoire qu'ils ne se perdent pas. Et deux, vous allez les motiver à aller directement sur les questions qui ont plus de sens pour eux. Voilà. À quelle fréquence réalisez-vous ces gestes? Quel type de gestes vous réalisez? Sur l'eau, sur les déplacements, sur l'économie d'électricité, sur l'économie de chauffage. Est-ce que vos gestes ont influencé certains de vos proches? Oui, non. Avez-vous vous-même été encouragé de cette démarche? Oui, non. Pensez-vous que ces petits gestes individuels puissent avoir un réel impact pour lutter contre le réchauffement climatique? Probable, très probable, peu probable, etc. Oui, la logique, en fait, on part de quelque chose de très large et puis au fur et à mesure, en fait, on rentre dans le sujet. Et dernière question, comptez-vous à l'avenir produire ou amplifier vos quotidiens ces gestes? L'objectif, c'est d'arriver à un maximum de personnes qui vont dire très probable ou probable. Parce que ces gens-là, en fait, s'ils vous disent très probable, probable, vous allez pouvoir leur proposer votre service d'application, votre service de conseil. S'il y a beaucoup de gens qui vous disent pas du tout probable ou peu probable, vous pouvez très bien leur envoyer un deuxième questionnaire quantitatif ou qualitatif. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé, etc., etc. Ça sera plutôt l'objet du workshop de Lionel, si je me trompe, la prochaine fois. Ou pas. Tu me dis, Lionel. Mais c'est un bon moyen aussi de. Vas-y, je t'en prie. Oui, on travaillera, dans le prochain workshop travaillera plutôt sur les entretiens en face à face et C'est les ça. focus group. Donc les entretiens de visu, non pas en entretien auto-administré. OK. Ben alors, typiquement, typiquement sur cet entretien dit auto-administré, s'il y a beaucoup de gens qui disent peu probable ou pas du tout probable, la question c'est pourquoi? Donc, il y a un bon moyen aussi de refaire un questionnaire quantitatif auto-administré, c'est pourquoi? Pourquoi c'est non? Voilà les 10 questions qui ont été posées dans le cadre de ce questionnaire quantitatif auto-administré. Fatima, s'il te plaît. Voilà les réponses. Bon, globalement, je vous laisse les lire, mais ce qui est intéressant, je vous donnerai après le débriefing. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se répartissent les gens. Euh, Finalement, on s'aperçoit que les gestes pour l'écologie au quotidien, c'est important. Que la fréquence, une fois par jour, c'est quand même ce qui est le plus important, mais ce n'est pas non plus très important une fois par jour. Alors, en fait, les gens auraient préféré que ce soit 5 fois par jour, mais le monde parfait n'existe pas. Et ensuite, c'est par rapport à ce qu'ils allaient mettre dans l'application et les types de conseils qu'ils veulent développer à partir de l'application, quels sont les sujets prioritaires entre l'eau, le transport, l'électricité et l'énergie. C'est plutôt réparti entre transport, électricité et énergie, qui sont quand même des gros sujets. Donc après, l'objectif, c'est de faire un deuxième questionnaire quantitatif auto-administré sur le transport, sur l'électricité, sur l'énergie, pour voir ce qu'ils attendent derrière. Mais c'est trop tôt pour poser des questions beaucoup plus précises par rapport à ça. Et en fait, le quatrième, cinquième et sixième réponse, il y a la suite derrière, c'est le côté influence sur les hypothèses, est-ce qu'il y a une influence, etc., etc. Fatima, s'il te plaît. Voilà. Suite du questionnaire. Vous vous rappelez les hypothèses, c'est est-ce que je pratique, est-ce que je ne pratique pas? Deuxième sujet, est-ce que c'est une influence, est-ce que ça n'a pas une influence?
Troisième sujet, est-ce qu'il y a un sujet d'amplification au quotidien pour vous, pour vos proches, etc. Je vous laisse lire. Excusez-moi, c'est écrit un tout petit. Voilà. Ce qui est important, c'est comptez-vous à l'avenir produire ou amplifier au quotidien ces gestes-là. Pour cette personne-là, ce groupe de personnes, cette entreprise qui veulent démarrer une application avec du conseil, ce qui est important, c'est le fort probable. C'est comme ça c'est comme ça qu'après, ils vont les embarquer progressivement sur un deuxième ou un troisième questionnaire quantitatif. Quand l'application sera prête, en tout cas en V0, ils vont pouvoir commencer à leur faire tester l'application pour apprendre en marchant avec eux. Et c'est bien pour ça que ce questionnaire, en fait, il a du sens, parce qu'en fait, progressivement, en fonction des réponses qui sont posées, ils vont les emmener progressivement sur l'application et pouvoir les conseiller. Fatima. Alors voilà, après, les éléments de contexte, de relief qui sort du questionnaire. Je vous laisse lire, mais globalement, si 68% des clercs réalisaient au moins un geste par jour pour l'écologie, ramené à la population de la France, ça fait 44 millions de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel monstrueux. Bon, évidemment, il faut rester objectif. Si parmi ces 68%, il y en a 44 qui déclarent réaliser chaque jour une économie d'eau, si le sujet c'est économie d'eau, comment l'application et le conseil vont les aider à économiser d'eau? Et 1 litre d'eau économisé par jour sur l'ensemble des personnes, c'est pratiquement 580 millions de litres d'eau qui peuvent être économisés chaque mois. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai sujet sur l'économie d'eau par rapport à l'application, par rapport à le conseil qu'ils veulent apporter par rapport à ça. Dit autrement, un petit geste individuel peut à grande échelle avoir un réel impact pour l'écologie. L'autre sujet, c'est est-ce que si moi je fais les choses correctement, et quel est comment dire, le sujet pour permettre à un individu de motiver certains proches à faire de même. Là, à l'inverse, il y a 61% des personnes interrogées qui disent avoir été influencées par un proche. Donc ça, c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'ils ont été influencés par un proche, c'est-à-dire que potentiellement, ils sont appétents à prendre des idées de conseil, ils sont aussi appétents pour potentiellement télécharger l'application. Voilà. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que 86% des citoyens se sentent eux-mêmes indirectement responsables de cette pollution à travers leur achat. Dit autrement, à travers l'application et les conseils, c'est aussi leur permettre d'acheter différemment, de consommer différemment, de progressivement faire attention au quotidien sur leurs gestes par rapport pour devenir des éco-citoyens responsables. Et j'ai fini cette. Alors, reviens en arrière, s'il te plaît, Fatima, pardon. Avez-vous des réactions par rapport à ce premier questionnaire, la manière dont il a été posé et les restitutions? Je vais vite, hein, parce qu'il nous reste une petite. Enfin, il reste du temps, mais comme vous êtes peu nombreux, je voudrais qu'on soit plutôt interactif. J'ai juste un Ah, commentaire, Thierry, juste ouais. pour tout le monde, Ouais. qu'on ait tous bien en tête que cette étape-là, dans le processus du programme Start for Good, arrive après donc la définition de votre vision mission, la rédaction de votre théorie du changement et de votre impact gap, c'est-à-dire que vous allez réaliser votre recherche documentaire et vous émettez un certain nombre d'hypothèses. Et vous devez prendre l'habitude dès le départ, et vous avez vu qu'ensuite vous allez refaire la même chose après la phase de prototypage, prendre l'habitude d'aller confronter, d'aller confronter vos résultats au terrain. Pour ceux qui, plus tard, poursuivront avec nous dans le programme Boost, c'est la même chose dans le programme Boost. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on retourne encore sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire à un moment de venir étayer votre démonstration par des éléments chiffrés qui vont seuls pouvoir convaincre vos futurs investisseurs. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, calculer tout de suite un ROI possible. Et pour pouvoir calculer un ROI possible, ils vont avoir besoin de données quantitatives. Et ne pas simplement se dire l'intuition, je parie sur l'intuition de cet entrepreneur. Aucun investisseur ne parie sur l'intuition de l'entrepreneur. Il va mettre un petit ticket pour voir et pour lui permettre d'avoir suffisamment d'argent pour finaliser son étude. Mais lorsqu'il va vraiment s'agir d'investir un ticket plus important pour financer l'acquisition des compétences, donc des ressources humaines et des technologies nécessaires pour pouvoir concrétiser votre projet, là, il leur faudra se projeter. Et pour se projeter, ils auront impérativement
besoin de ces données quantitatives. D'où l'importance vraiment de cette étape qu'on appelle l'étude d'opportunité, qui est de venir conforter les résultats de votre recherche documentaire, résultats qui sont issus d'études qui quelquefois datent un petit peu, avec des méthodologies différentes, sur des sources différentes, sur des échantillons qui ne sont pas toujours exactement l'échantillon de votre cible. Donc en fait, vous comparez un peu des torchons, des serviettes, mais c'est le jeu de la recherche documentaire. Et à un moment donné, vous cherchez à mettre de l'ordre dans tout ça, à quantifier, à hiérarchiser, pour pouvoir avoir d'abord pour vous-même des éléments de décision et ensuite des éléments pour convaincre vos parties prenantes. Fatima, est-ce que tu peux revenir 2 slides en arrière, s'il te plaît? Voilà. Regardez, redescends, voilà. Le questionnaire, il a été envoyé à 800, 800 personnes ont répondu. C'est un bon échantillon. 800 personnes, ils le font 3-4 fois. S'ils ont autant de taux de réponse avec une vraie approche derrière, comme le disait Lionel avec juste titre, si demain, ils veulent chercher des subventions ou chercher des fonds auprès d'investisseurs, ils sont capables de dire on ne l'a pas envoyé à 50 personnes, mais à 800 personnes, une fois, 2 fois, 3 fois. Si à la fin, ils ont 2-3 000 personnes, ce qui est idéal, mais déjà 800 personnes, c'est énorme, ça leur permet de dire voilà, de manière représentative sur ma cible par rapport à la population française, voilà comment ça peut, voilà pourquoi je cherche à lever des fonds. Donc c'est intéressant en fait. L'idée, c'est de rejouer le questionnaire plusieurs fois pour arriver à, effectivement, comme le dit Lionel, à terme, quand vous aurez une vraie vision, dire voilà, j'ai besoin de 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, voilà à quoi ça va servir, versus en partie l'échantillon que je suis allé chercher. Quoi. Voilà. Avez-vous des questions, les 7 personnes connectées, s'il vous plaît? Vous avez parlé plusieurs fois que finalement ce questionnaire, c'était peut-être le premier d'une série de 2 ou 3 questionnaires. Mais Ouais. moi, je me posais la question de ça présente énormément d'efforts de lancer le questionnaire et de recueillir un maximum de personnes et donc essayer, pourquoi pas, de tout mettre dans un seul en réduisant finalement au minimum avec comme vous avez dit, un peu l'entonnoir on essaye de faire assez large, plus précis et ensuite call to action et comme ça, on n'en a qu'un seul qui peut être peut-être encore plus pertinent. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Bah, la question, c'est, tu as combien de questions déjà dans ton questionnaire à date? Deuxièmement, est-ce que si tu fais ça, est-ce que ça peut être réducteur? Est-ce que tu risques d'oublier des questions? Et le troisième point, c'est est-ce que finalement, tu vas entre guillemets, ce mini questionnaire réduit, tu pourrais le relancer, enfin le repartager une deuxième fois, voire une troisième fois à d'autres populations. Aujourd'hui, tu n'as pas assez de population pour le rejouer une fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Parce que soit tu le réduis trop et puis il manque des choses. C'est pour ça que moi je dis que 12 questions, 10-12 questions, c'est le maximum. Moi, j'ai vu le questionnaire à 25 questions. Au bout de la 17e, moi j'arrête. Au bout de la 15e, moi je déconnecte. Enfin, je n'ai pas compris, surtout s'il n'y a pas un effet entonnoir. Donc, soit tu le fais, il est trop réducteur et tu risques de passer à côté d'un certain nombre de sujets. Ouais. Voilà. Soit tu dis, je le fais de manière réducteur pour avoir un premier aperçu, quitte à le reformuler, quitte à le rejouer différemment avec une deuxième cible, une troisième cible. À toi de Ok. mesurer ton risque, en fait. Ouais. Je n'ai pas vu ton questionnaire, donc si tu veux le partager après, avec plaisir, mais de toute façon, le monde parfait n'existe pas. Donc moi, Ouais. ces gens-là, en fait, je sais qu'ils l'ont joué 3 fois. Voilà. Ok. Et ils l'ont joué 3 fois, et surtout qu'en fonction des répondants, entre probable, satisfait, pas satisfait, non seulement ils l'ont joué 3 fois, mais ils ont fait 2 ou 3 questionnaires différenciés en fonction des typologies des gens qui ont répondu. Ceux qu'on dit probable, fort probable, ils les ont déjà, entre guillemets, presque emmenés dans leur aventure. Ceux qu'on dit pas probable, j'y crois pas pour plein de raisons. La question, c'est pourquoi? Est-ce que une fois qu'ils ont dit pourquoi, est-ce qu'ils en récupèrent 5%, 10%, 15% qui vont finalement, ils ont compris, ils ont rejoué, ils les ramènent dans leur projet? Ou finalement, ils ont 20 ou 30% des répondants sur le deuxième questionnaire qui disent donc quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas. Bah, ces gens-là, ça sert à rien d'aller les chercher. Ils n'ont pas envie de rentrer dans ton jeu, donc va pas les embêter, quoi. Tu vois. Ouais, ok. Je sais pas ce qu'en pensent les autres personnes autour des écrans. Mais moi, j'aime bien la stratégie des petits pas. Je préfère en faire moins et mieux.
quitte à le rejouer différemment et en fonction des personnes qui ont été interrogées et ceux qui ont répondu, je préfère jouer plusieurs scénarios. Voilà. Il y a une autre raison qui plaide en faveur de la démarche préconisée par Thierry, c'est que ces mêmes personnes, vous allez les réinterroger, en tout cas celles qui ont répondu, vous allez les solliciter pour donner un avis sur votre prototype dans l'étape 5 de votre programme qui est le crash test et la démarche itérative jusqu'au MVP. Et plus les premières sollicitations leur auront paru simples et rapides, plus ils seront partants pour repasser un petit peu de temps et vous aider à faire évoluer votre projet. S'ils ont l'impression que ça leur a consommé beaucoup trop de temps, même pour ceux qui vous auront fait l'amitié d'aller jusqu'au bout, ce sera dur de les convaincre de remplir une deuxième fois un questionnaire parce qu'ils garderont un mauvais souvenir. Ah oui, ouais. Même le ministère des Finances, lorsqu'on remplit notre déclaration en ligne, limite à une dizaine d'informations ou de clics maximum. Puis ensuite, généralement, ce que vous faites, vous appelez un numéro vert, vous avez un conseiller et il vous aide à remplir le document. Et c'est comme ça que la déclaration en ligne est devenue très très largement adoptée par la population française, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de manipulation à faire, parce que les premières déclarations en ligne, je peux vous dire que c'était pas simple. Il y avait beaucoup d'informations à remplir. Donc, 10, allez, on peut aller jusqu'à 15 sur des sujets où vraiment il y a une très très forte implication de la part de l'échantillon. Mais n'oubliez pas que vous allez les ressolliciter. Ok, ouais. C'est pour ça, si tu permets, Lionel, c'est que dans 2 ou 3 slides précédents, j'ai dit n'hésitez pas à dire merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. J'aimerais beaucoup vous tenir au courant de ce que je fais. Et j'aimerais beaucoup partager, effectivement, comme le dit Lionel, l'avancée, etc. etc. Et quand vous arrivez au crash test, tous ces gens-là qui ont déjà joué et qui ont dit probable, fort probable, progressivement, vous les alimentez. C'est un bon moyen de les tenir au chaud, quelque part. Et ceux qui n'ont pas répondu ou qui ont répondu à côté, ben, revenez vers eux avec quelque chose, effectivement, en leur proposant le prototype. Vous aviez répondu ça, tenez, je reviens vers vous, j'ai évolué grâce à vous, blabla, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous faites un mini questionnaire. Ouais, je vois. En gros, les gens, il faut les garder au chaud quelque part. Voilà. C'est le moyen, un, vous montez une base de données, de la data, 2, vous récupérez de la connaissance, de la compétence. Et ces connaissances-là, comme je vous l'ai dit, c'est des prospects, des partenaires, des prescripteurs, peut-être des prochains clients. Il faut les alimenter en permanence. Enfin, pas tous les matins, mais mettez-vous un planning en disant à chaque fois que j'ai quelque chose qui est pertinent, boum, je partage. Et ces gens-là, s'ils sont hyper intéressés, ils vont peut-être partager. Et c'est comme ça que vous allez gagner encore plus de visibilité. Et c'est comme ça que les premiers écosystèmes de clients, de prospects se montent. C'est qu'en fait, le partage, c'est le principe de la toile d'araignée. Hein, c'est que les gens contents partagent. Il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Juste un point sur lequel j'attire aussi votre attention, c'est que lorsque vous allez, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être sur des problématiques B2B très spécifiques avec des clients ou des prospects qui sont des experts dans leur métier. Et lorsque vous interrogez des experts, pour avoir un plus fort taux de réponse, parce que souvent ce sont des publics qui sont très sollicités, donc qui répondent assez peu, quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est ce qu'on appelle le paiement papier. Le paiement papier en méthodologie d'étude, c'est qu'on s'engage à transmettre aux interviewés qui nous ont fait l'amitié de nous répondre, de leur transmettre les résultats d'études, parce que l'étude peut être aussi intéressante pour elles. Donc, alors, généralement, on ne transmet pas tout. En tout cas, ce qui est stratégique et ce qui est important pour votre projet, vous ne le transmettez pas, mais vous transmettez quand même une synthèse des principaux résultats de l'étude. Et ça va inciter des experts à répondre, alors que d'habitude, ils n'auraient pas pris le temps de le faire. Et puis les experts être bien mis en avant aussi. Hein. Pour peu que cette étude soit partagée entre experts, alors nominatif, pas nominatif, c'est un bon moyen aussi dans un groupe d'experts de networking. Demain, vous pouvez rentrer dans ce groupe-là, de continuer à échanger avec eux. Hein. C'est ce qu'on appelle Oui, les voire prescripteurs. même si on fait le lien avec l'atelier de la semaine prochaine, de leur dire, de leur proposer une table ronde qui est cette fois-ci une étude qualitative où ils vont pouvoir échanger entre experts.
avec vous comme animateur qui va animer la table ronde pour essayer d'aller plus loin et d'avoir cette fois-ci 3, 4, 5, peut-être 10 experts autour de la table qui vont vous aider dans une démarche de co-innovation à faire évoluer votre offre pour mieux correspondre aux opportunités et aux contraintes du marché. On en reparlera la semaine prochaine. Mais si déjà vous avez des experts sous le coude grâce à votre étude quantitative, bah, vous n'allez pas partir de zéro quand il va s'agir d'aller en inviter un petit échantillon pour une table ronde qualitative. Si vous avez besoin d'approfondir la compréhension, parce que c'est ça le quali, hein, c'est besoin de comprendre, besoin d'être dans la co-innovation, besoin de benchmarker avec eux, bah, vous en aurez déjà dans votre base de données et vous pourrez les inviter. Et surtout, ces experts-là, si demain votre produit ou votre service est prêt, proposez-le d'être bêta-testeur. C'est un bon moyen aussi d'apprendre en marchant avec eux. Moi qui viens du monde du logiciel pendant 15 ans, dès qu'on montait une nouvelle application, en fait, on les mettait en bêta-testeur chez nos clients en B2B pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Donc, n'hésitez pas aussi à solliciter vos experts le jour où alors, après le crash test, hein, à voir avec Good à quel moment vous allez les solliciter, mais n'hésitez pas à les solliciter sur vos produits, vos services, pour voir un peu comment ils réagissent. Quitte après, eux-mêmes, sous votre recommandation, publient ce que vous êtes en train de faire. C'est un bon moyen aussi de récupérer la donnée, hein. Donc l'écosystème, le réseau, il est vachement important par rapport à ce questionnaire, ces études quanti et quali. C'est le principe de la boule de neige. Plus vous êtes prêt, plus vous alimentez, plus vous partagez, plus vous avez des retours, plus vous repartagez, et cet effet boule de neige qui fait qu'à un moment donné, vous êtes lisible, visible et reconnu sur le marché. D'autres remarques, mesdames et messieurs? Moi, j'avais une question. Est-ce que vous Ouais, m'entendez? ouais, très Ouais, bien. parfait. Bah, bonjour à tous déjà. Bonjour. J'avais une question au niveau de la manière de prospecter justement ces fameuses personnes qui vont répondre à nos questionnaires. Moi, j'avais Mmh. pensé à LinkedIn, mais je ne sais pas si vous avez d'autres solutions, enfin, d'autres idées en tête à nous proposer. Alors si je peux intervenir, rappelle-moi ton projet 2 secondes, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Mon projet, il vise à recycler les fleurs cultivées, invendues, OK. et les retransformer en produits cosmétiques. Ah ben, on va venir sur un sujet qui s'appelle la cosmétique après, mais qui est pas lié aux fleurs. Aujourd'hui, les gens à qui tu voudrais vendre ton projet, à ton avis, où est-ce qu'ils sont? À qui tu penses? Bah, je pense aux fleuristes, je pense aux agriculteurs, aux floriculteurs. Après, j'ai aussi tous les consommateurs, du coup, qui pourraient potentiellement utiliser les produits cosmétiques. Du coup, moi, dans l'idée, je pensais faire plusieurs types d'enquêtes et les envoyer aux différents profils, quoi. Bah, en fait, tu as 2 cibles, tu as le B2C et le B2B, d'accord? Tu as le fleuriste ou le Oui, ou le c'est ça. ou le ou le tu as le grossiste, en fait, l'importateur-revendeur qui Ouais, se retrouve avec des tonnes de fleurs qui ont pas été consommées, d'accord? c'est ça, oui. Le fleuriste et puis tu as, vous et moi qui achetons des fleurs. C'est quand même 3 cibles différentes. Ouais. Mmh. La question, c'est qu'ils vont faire des cosmétiques, d'accord? Mmh. Donc, tu as bien 3 sujets différents. Tu as moi qui achète tes fleurs parce que derrière, je suis hyper impacté par ce que tu veux faire, j'achète ton cosmétique, OK? Ouais. Et tu as le fleuriste ou le grossiste ou l'importateur qui dit: «Moi, finalement, je me moque un peu de ton côté cosmétique. Ce qui m'intéresse, c'est que je Oui. gagne de l'argent». Oui. Bon, donc ça fait bien 2 questionnaires différents, ça fait bien 2 cibles différentes, Ouais. mais je peux me tromper. Non, mais moi, Donc c'est ce après que j'avais en tête aussi, donc ouais, donc après tu dis: «Soit je vais chercher des grossistes ou des fleuristes qui, en gros, sont pas forcément intéressés par le côté cosmétique, mais ça leur permet de diluer, de récupérer un peu de marge parce qu'en fait, toi, tu vas leur acheter leur stock d'invendus et ouais. un certain nombre d'entre eux vont être appétents à ton projet cosmétique derrière. Mmh. Donc là, tu adresses directement des B2B en cosmétique avec Ouais. le B2B upcycling de fleurs séchées, de fleurs fanées et c'est un vrai sujet Ouais. et Ouais. où tu dis: «Moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est faire la cosmétique, donc je laisse tomber les grossistes et les fleuristes, Ouais. en partie, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vendre la cosmétique derrière». OK. Moi, je pense que c'est mixé des 2, mais Ouais, ouais. en OK. fait, c'est le principe de l'offre et de la demande. Tu risques d'intéresser énormément les grossistes, les fleuristes parce qu'ils vont gagner un peu de cash, plutôt que de le foutre à la Ouais. poubelle. OK. Bon, Ouais. versus ta marge derrière pour te retransformer ça en cosmétique. Donc, tu risques d'avoir une offre très importante qui est l'offre d'upcycling des fleuristes et des grossistes.
Puis après, tu risques Ouais. d'avoir un problème, c'est la demande, c'est qu'en fait, tu n'auras pas assez de gens qui vont acheter tes cosmétiques derrière. OK, ouais. OK. Et donc, à quel moment tu mets, tu additionnes les 2? OK, d'accord. Ouais, ça À toi de marche. voir. Moi, je vois beaucoup de startups qui ont une super offre, mais qui ont pas de demande, non, qui ont une forte demande, et qui ont pas d'offre. OK, ouais. OK. Donc, soit tu dis, bah, moi, mon objectif, c'est quand même de vendre de la cosmétique, donc c'est quand même mon cœur le cœur de mon projet, Ouais. d'accord? La cosmétique bio recyclée à partir des fleurs fanées, et cetera. Ouais. Donc, je vais chercher un grossiste ou où est-ce que tu habites? Si c'est J'habite pas sur Lyon. indiscret. OK. Est-ce que Sur Lyon. dans un rayon de 100 kilomètres autour de Lyon, tu es capable, avec ta voiture, une fois par semaine, aller chercher toutes les fleurs fanées, de faire tes cosmétiques dans ton atelier? Et de commencer par faire un réseau régional pour démarrer. Bah, peut-être pas maintenant, mais ouais, Mais dans le est-ce que futur, ouais. mais ça, c'est Pourquoi pas pas? un objectif de dire, dans mon étude de marché, Quanti, je vais Oui. d'abord quantifier tous les grossistes, les fleuristes dans un rayon de 100 bornes autour de Lyon, d'accord? Ouais. Pour Ouais. proposer mon offre, et à côté de ça, je vais qualifier autour de Lyon tous les B2C, les particuliers, qui pourraient être intéressés par mon offre cosmétique versus fleurs upcycling. La question, Ouais. c'est les consommateurs, où est-ce qu'ils sont finalement? Où est-ce que tu vas les rencontrer? Je ne te vois pas faire du porte-à-porte à la sortie de chaque fleuriste. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? C'est mort, tu ne vas pas y arriver. Ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. ces consommateurs-là, ils sont dans des écosystèmes Ouais, de, ouais. de, de consommateurs responsables. C'est là où tu dois aller. OK. Ça marche. Donc, du Ouais, coup, c'est ton clair. questionnaire Quanti, il doit être divisé entre les grossistes, les fleuristes, Ouais. les B2C, dans un rayon de 100 bornes autour de Lyon pour démarrer. Il ne va pas voir ce qui se passe à Brest ou à Marseille, c'est trop loin, quoi, tu vois. Ouais, ça marche. OK, ouais. Bah, je sais OK. au moins, quel périmètre je dois viser. Ça marche. Bon, on en reparlera après, mais je Ouais, vois carrément. que, je vois que Fatima a fait passer la slide suivante parce qu'il est déjà au modis, donc je me dépêche. OK. Ça marche. Merci en tout cas. Comment? Non, moi je t'en prie. OK. Donc voilà, deuxième questionnaire, c'est produits cosmétiques biologiques. Alors, c'est pas les fleurs, hein, c'est un autre sujet. La start-up, alors il y a beaucoup de produits cosmétiques biologiques qui se lancent sur le marché. Moi, j'en accompagne 2 en ce moment, c'est un peu compliqué. J'essaie de les faire référencer chez Monoprix, et cetera. C'est un peu compliqué, il y a trop d'offres. Bon, peu importe. La problématique, c'est est-ce que mon marché cible est sensible aux enjeux environnementaux liés à la production cosmétique? Est-ce que le marché cible, lui, est déjà satisfait de l'offre actuelle qui est déjà pléthore? Et troisième problématique, c'est est-ce que le marché présente un intérêt pour l'offre que nous voulons lancer? Voilà la problématique. Fatima, il y a 10 questions, il y a 2 slides, pareil, le sexe, la profession, l'employé, et cetera. Première question, vous estimez l'offre insatisfaisante, insatisfaisante, peu satisfaisante, pas du tout satisfaisante? Entre le respect des marques pour la biodiversité, la communication des marques sur les sujets, la transparence des marques sur le procédé, le sérieux de laboratoire. Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord, ou pas du tout d'accord avec le fait que l'industrie des cosmétiques est une industrie éthique? Ah, vous allez voir la réponse derrière, hein. Est-ce qu'il faut que tous les emballages soient biodégradables ou recyclables 10% minimum? Les marques doivent être préanalysées si elles manquent d'éthique. D'accord, pas d'accord? Fatima, s'il te plaît. Est-ce que c'est important pour vous, très important, important, pas vraiment important, de pouvoir consulter tous les ingrédients d'un produit cosmétique? Bon, normalement, c'est obligatoire, mais tous ne le font pas. De connaître les procédés de fabrication d'un produit. Moi, j'accompagne une startup là qui fait des baumes et des huiles essentielles. Ils font le laboratoire, il est en France, donc ils importent des produits des matières premières de Madagascar ou de France, etc. Ils font des super produits. Ils ont 800 000, on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ils ont 30 000 followers sur Instagram, mais tout est carré, nickel, etc. Pour eux, c'est hyper important. Voilà. D'avoir des organismes extérieurs pour contrôler les marques, d'avoir davantage de certification. Alors après, on vient sur le côté acte d'achat. À quelle fréquence vous achetez? Plutôt du rouge à lèvres, des soins pour le visage, du fard à paupières, du shampoing. La question pour cette startup, c'est est-ce que je me lance plutôt dans le rouge à lèvres et ou des soins pour le visage et ou du fard à paupières et ou du shampoing et ou des crèmes et des émulsions? De toute façon, je ne vais pas pouvoir tout faire à la fois. Donc, en fonction de la manière dont mon premier questionnaire quantitatif répond, quels sont les 2 ou 3 produits que je vends sur le marché? Là, j'ai une startup qui sont sur 2 produits pour démarrer, parce qu'il y a un produit, parce que c'est normal. Je ne sais pas si vous connaissez la startup qui s'appelle Aura, c'est des soins de peau pour les hommes. Aujourd'hui, ils ont plein de stop rayons chez Monoprix. Il y a 4 ans, quand ils ont démarré sur ces types de produits-là, ils avaient 2 produits. Donc, ils ont avancé progressivement.
Fatima, s'il te plaît. Voilà. Ce qui résume de l'étude. Je m'aperçois qu'il y a une slide qui a sauté, c'est de ma faute, je suis désolé, il y avait d'autres questions derrière. L'échantillon, il est plutôt familier avec des produits cosmétiques biologiques. Les labels ne sont pas perdus comme des gages de confiance. Et ce qu'ils veulent, c'est un marché des cosmétiques qui est davantage réglementé. Alors, je vais être un peu vache. Les L'Oréal, etc., ou les grosses marques de cosmétiques, il y a plus de flotte que de produits d'ingrédients naturels. Bon, ça, c'est un autre sujet. La cible n'est pas satisfaite par l'offre actuelle des cosmétiques. Elle voudrait des marques plus éthiques, plus respectueuses du monde animal. Et elle réclame plus de transparence. Elle exprime une certaine défiance envers les labels cosmétiques bio qui existent déjà. Elle aimerait davantage de déréglementation, ne réclame pas davantage de certification de la part des labels, mais aimerait voir davantage d'organismes externes qui pourraient contrôler une marque cosmétique. Et ce qui est intéressant à travers le questionnaire, c'est que finalement, à travers des échantillons qui ont déjà été faits, qui ont été présentés pas à la vente, mais sous forme de plaquettes avec tout ce qui avait été fait derrière en termes de certification, laboratoire, etc. Le premier questionnaire quantitatif a permis de montrer qu'il y avait un intérêt pour les nouveaux produits. C'est plutôt intéressant. S'il te plaît, Fatima. Après, c'est un autre moyen de présenter le questionnaire quantitatif. Là, je vous ai des extraits. Alors, ils sont peut-être un peu difficiles à lire, pardonnez-moi. Je reviens sur la levée de fonds que vous allez faire plus tard, dans quelques mois, dans quelques semaines, etc. Sont factuelles, plus elles sont analytiques, plus elles sont cartésiennes, plus les gens comprennent l'objectif de ce que vous avez fait, plus les gens ont envie de vous écouter. Ça, c'est aussi un bon moyen. C'est un export Excel, hein, pas plus compliqué que ça. C'est un bon moyen de montrer les différents items. Voilà, les gens sont très satisfaits, ne sont pas satisfaits, c'est oui, c'est non. J'arrive pas à lire, pardon, je vais le faire sur le mien. Plouf, plouf, plouf. Voilà, typiquement, l'industrie des cosmétiques est une industrie éthique, plutôt pas d'accord, plutôt pas du tout d'accord. Évidemment, c'est logique, d'accord? C'est très light, c'est très générique, mais ça permet de voir sur le premier questionnaire quantitatif d'où vous partez et où est-ce que vous voulez aller. Fatima, s'il te plaît. Voilà, autre exemple de formulaire tel qu'il a été rendu dans l'analyse. Entre le premier exemple et le deuxième exemple, juste reviens en arrière, tu vas trouver. Entre le premier exemple et le deuxième exemple, vous voyez bien que la démarche, on part du plus large, progressivement, on emmène les gens dans votre territoire, et à partir de là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous les emmenez ou pas pour rejouer une deuxième fois, ou voir une troisième fois, vous partagez avec eux des premiers échantillons, des premiers tests crash quand vous serez prêts, etc., etc. Ce questionnaire, vous le rejouez, alors pas 50 fois, à chaque fois, vous agrandissez le cercle vertueux des nombres de personnes que vous interrogez. Et cette base de données, elle constitue une vraie valeur sur le marché quand vous serez prêt à démarrer votre projet, quoi. Avez-vous des remarques? Pardon, excuse-moi, Fatima, reviens en arrière. Avez-vous des remarques sur ce deuxième questionnaire qui est peut-être plus rapide? En gros, c'est pour vous montrer un peu la logique, quoi. Comme tous les micros sont cachés, je ne vois pas trop, sont coupés, je ne vois pas trop. Non? Ok, Fatima, s'il te plaît. Alors, il y a des écueils à éviter dans un questionnaire. Moi, je vous donne ma vision parce que j'en ai vu par paquet de 200. Et quand je vois ça, je ne réponds pas. Mais je vous donne ma vision. Quand vous dites oui, non, si 75% des gens vous disent oui ou 30% des gens vous disent non, la question c'est non, pourquoi? Et la question c'est oui, pourquoi? Oui, si vous dites oui, non, c'est inexploitable derrière. Si les gens vous disent tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord, mais pourquoi il n'y a pas d'argument derrière, c'est plus compliqué. Alors après, celle que j'aime le moins, c'est si vous deviez exprimer votre intérêt pour ce concept de 0 à 10, de 0 à 10, globalement, les gens se mettent sur un centre mou entre 5 et 7. Sur Booking, il y a beaucoup sur Booking ou sur Airbnb, quand vous voyez les résultats, c'est entre 4, 5, 6, 7. Bon. C'est un centre mou, ce qui fait que ça ne donne pas une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, évitez les questionnaires où il y a oui, non. Et évitez les questionnaires entre moins de 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15, entre 15 et 20, entre plus de 20. C'est trop large. Je vous donne vision, mais enfin, ça dépend tellement de vos projets que faites attention par rapport à ça. Voilà. Fatima, s'il te plaît. Il y a des limites dans une étude de marché. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle, donc je fais attention.
dans l'étude quantitative, par exemple, plus vous avancez dans le temps, plus vous prenez la donnée, plus il y a des incertitudes qui croît de façon exponentielle avec le temps, parce qu'en fait, le monde parfait n'existe pas. Donc l'étude quantitative que vous êtes en train de faire, elle est réducteur, elle permet à un instant T d'écrire le futur, mais elle permet d'écrire le futur à 1 an, à 2 ans. Pour le raison simple, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. Il y a une nouvelle norme européenne qui vient d'arriver, il y a un nouveau décret, il y a une nouvelle réglementation. Donc c'est un instant T. C'est pour ça que moi je considère qu'une étude quantitative, une étude qualitative, ou une étude globale, elle doit se rejouer régulièrement. Alors, une fois par trimestre, une fois par an, j'en sais rien, mais voilà. C'est une photographie à l'instant T. C'est pour ça que moi, je vous invite à la rejouer plusieurs fois, votre étude quantitative. C'est qu'elle elle est jamais finalisée, votre étude quantitative. Voilà. Et puis, il y a des facteurs d'évolution. Je veux dire, un nouveau décret, une nouvelle loi, une nouvelle obligation légale sur les cosmétiques, par exemple. Ça n'arrête pas de bouger. Ce qui fait que votre étude quantitative, elle va bouger en permanence. Voilà. Heureusement, c'est ce que vous avez depuis le début, c'est que votre base de connaissances avec l'étude, elle permet de régir et d'adopter plus rapidement les décisions de façon pertinente. Plus vous avancez, plus vous apprenez, plus votre étude quantitative se perfectionne, et plus vous pouvez la rejouer, et plus vous prenez de la donnée qui est intéressante. Fatima, s'il te plaît. Alors après, si vous n'avez pas de retour, vas-y, déroule tout, comme ça je vais le faire une seule fois. Soit vous n'avez pas de retour, soit vous n'avez pas de retour, et vous considérez que votre proposition de valeur est mal définie. Ça veut dire qu'il faut reprendre votre questionnaire, votre étude. Soit vous n'avez pas pris la bonne segmentation, ça peut arriver aussi. Soit finalement, votre cible, vos personas sont mal définis. Lionel posait tout à l'heure la question, mais à quel taux de retour tu considères que c'est du sens? Si vous êtes à 5%, 10%, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris, c'est pas la bonne cible, ou c'est pas la bonne segmentation. Ou, c'est-à-dire que c'est pas un sujet. Soit parce que le sujet existe déjà, soit parce que vous l'avez mal abordé, soit parce que le sujet tel que vous le proposez n'est pas auprès de la bonne cible. Voilà. Ou la proposition de valeur n'est pas bien perçue derrière. Et là, du coup, si la proposition de valeur est mal perçue, il va falloir que vous pivotiez, vous écoutez votre cible différemment, ou vous modifiez radicalement à un moment donné votre approche commerciale, alors business model, j'ai mis, c'est trop tôt. En tout cas, il faut que vous modifiez radicalement votre perception de la manière dont votre produit, votre service va être perçu à partir de cette première étude quantitative. Yes, Lionel, je t'en Oui, prie. je voulais juste insister sur l'importance de ce que tu viens de dire parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher de pivoter à ce stade Ouais. que lorsque vous aurez investi de l'argent dans votre prototype. Puisque vous allez retourner confronter votre prototype sur le marché. Mais si pour ceux qui, entre autres, par exemple, ont des projets industriels qui nécessitent des niveaux d'investissement lourds pour la phase de prototypage, il vaut mieux se rendre compte qu'on est un peu à côté de la plaque dans l'étude d'opportunité où finalement vous avez encore engagé peu de frais plutôt que de s'en rendre compte une fois que le premier prototype est sorti. Exactement. Mm. Mais bon, comme le monde parfait n'existe pas, il vaut mieux s'en rendre compte plutôt que, que de voir le mur arriver. Alors après, il y a un moyen d'éviter le mur, mais attendez pas que le mur arrive, parce qu'en fait, le mur, il va arriver beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc, il n'y a pas de honte à dire je me suis trompé, il n'y a pas de honte à dire j'ai mal écouté ma cible, il n'y a pas de honte à dire finalement je me suis planté sur ma segmentation, sur mes personas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Quitte à le refaire peut-être une deuxième fois, une troisième fois, c'est pas grave. Combien de fois moi je l'ai fait, combien de fois les gens que j'accompagne l'ont fait, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à dire je suis en train de me planter. C'est pas grave. Et je fais bien la différentiel entre je suis tenace et je suis têtu. Voilà. Moi, je suis tenace, mais je ne suis pas têtu. Alors après, en synthèse, finalement, pourquoi on interroge? C'est pour bien finir sa cible. Le questionnaire, c'est pour faire aussi des réseaux sociaux ou de présentiel. C'est aussi pour comprendre les freins, les points de blocage, les attentes, les espoirs. C'est aussi le côté quantitatif. Ça permet aussi de commencer par rapport à ça. C'est accepter aussi de ne pas être compris, de ne pas être perçu. Et c'est aussi de se remettre en question. La première étude quantitative, et vous allez la rejouer et vous ferez de l'étude quantitative avec Lionel la semaine prochaine, c'est le mix des deux. Cette interrogation à partir de l'étude quantitative et l'étude qualitative, ça permet aussi de se remettre en question. N'hésitez pas. Des retours?
ou on passe au volontaire? Pardon, Mariam, tu as levé la main, excuse-moi. Ouais, j'avais une petite question. Est-ce qu'il serait pertinent de mettre un petit texte au début de notre étude pour un peu réintroduire le projet, qui on est, etc. ou pas? Oui. Alors, je voulais en parler, mais je pense que c'est plus du côté de peut-être sur la partie qualitative que Ouais. sur le questionnaire quantitatif. Oui, il y a une introduction, évidemment. En Ok. revanche, tout va dépendre de comment vous le faites. C'est pareil, j'en ai vu plein. Je m'appelle Thierry, je suis en train d'être formé chez Live for Good. Je le fais un peu extrait parce que j'en ai vu, d'accord? Ouais, J'aimerais ok. beaucoup vous solliciter parce que vous serez très utile pour mon avancée de mon projet, etc., etc. Je vais faire la Thierry, on s'en fout. Bon, je caricature un peu, ok? Faites-le un peu à l'envers. Dans votre introduction, c'est vous, moi et nous. Comment, pourquoi, vous en êtes tout? Posez 1, 2, 3 questions par rapport à votre sujet. Parce que vous êtes en train d'adresser ça à votre cible, d'accord? Donc, quand c'est votre Ouais. cible, vous l'avez identifié. Commencez déjà à vous mettre à leur place en disant comment, pourquoi et vous, et progressivement dans votre questionnaire, dans votre introduction qui ne fait pas plus de 7 lignes, vous dites Oui. voilà un sujet sur lequel j'aimerais partager avec vous pour avoir votre avis. Et à Ah la ouais, fin du ok, trop bien. questionnaire, c'est là où vous dites merci. On dit jamais merci au début du questionnaire, hein. Voilà. On dit jamais, Oui. on écrit jamais. J'arrive, Lionel. Il faudra au début du questionnaire, faut pas dire merci, on dit merci à la fin. Et je Oui. considère, moi, mais je peux me tromper, que dans ce questionnaire-là, en introduction, ça vous prendra que quelques minutes. Bon, voilà. Mm. Lionel, à toi, Ok, pardon. merci. Ton Oui, micro. vous avez tous collectivement un atout formidable Ouais. pour rédiger l'introduction de votre questionnaire. C'est que vous portez des projets qui sont des projets à impact. Donc à la base, vous avez une indignation. Vous avez un sujet pour lequel vous vous êtes levé et vous avez décidé de prendre la responsabilité de la résolution d'une partie d'un problème social ou écologique. Donc c'est un formidable levier pour créer de l'adhésion. Ça va être beaucoup plus difficile pour un directeur marketing de créer de l'adhésion sur un questionnaire pour interroger une cible sur le Xème goût de son fromage allégé ou de son yaourt allégé. Voilà, vous portez des sujets qui sont des sujets de société, des sujets brûlants. Donc là, c'est l'occasion d'en user dans votre texte d'introduction et d'inviter en fait la personne touchée par votre questionnaire, le destinataire, à, à partager son point de vue avec vous à travers quelques questions en le rassurant sur le fait que ça va être extrêmement rapide, qu'il y aura 10 questions maximum, mais que c'est une étape importante pour contribuer à la mise au point d'une solution qui puisse contribuer à la résolution de ce problème-là. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un posait la question de LinkedIn. Moi, je ne suis pas fan de LinkedIn. D'abord parce que l'algorithme est mal fait. Deuxièmement, il n'y a que 15 ou 20% des gens qui se connectent régulièrement. Troisièmement, parce que je pense que votre cible, pour qu'elle soit parfaitement identifiée, c'est pas évident que vous la trouviez sur LinkedIn. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, allez poser vos questionnaires quantitatifs auprès des gens que vous allez qui sont déjà dans des réseaux que vous avez identifiés, qui ne sont pas des LinkedIn, qui sont plutôt des réseaux beaucoup plus précis. Mais je peux me tromper, ça va dépendre tellement des sujets. Et en même temps, sur LinkedIn, c'est pas parce que vous avez Sales Navigator au premium qui coûte une blinde que l'algorithme sur lequel les champs est beaucoup plus défini. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai accompagné une startup il y a 2 mois. On a fait avec Wallaxy, qui est un truc qui permet de gérer des prompts. On a fait une campagne. On a fait vraiment des trucs trop précis. On a fait 3 prompts, 3 campagnes sur LinkedIn avec Wallaxy. Okay, après, on a connecté ça sur un CRM pour voir un peu les tenants, les aboutissants. Il est content. Il a collectionné 450 contacts. Sauf qu'en analysant les contacts, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que 15 ou 20% d'entre eux qui sont potentiellement appétents à son projet. Bon. Et la question, en fait, après, on a analysé, mais finalement, les gens qui ont répondu, ils sont dans quel groupe dans LinkedIn sur lequel ça serait beaucoup plus intéressant d'aller chercher des groupes LinkedIn qui sont plus proches de vos projets, sur lesquels vous pourriez éventuellement mettre un questionnaire quantitatif ou qualitatif après, que de balancer ça aux règles générales dans LinkedIn. Bon. Après, la question de questionnaire quantitatif, c'est où est-ce que vous l'envoyez? Regardez où sont vos cibles. Dans quel réseau professionnel ils sont, dans quel réseau associatif ils sont, dans quel réseau régionaux ils sont. C'est là où vous allez envoyer le questionnaire.
À vous de voir. Alors après, je vois que Fatima tourne. Tu as raison, Fatima. Y a-t-il un volontaire parmi vous qui aimerait partager son questionnaire? Ou est-ce que vous voulez qu'on échange comme ça, parce que j'aime bien, moi, les questions-réponses. J'en ai quelques-unes, la question, j'adore ça. Et j'avais Ah une oui, petite question. ouais, Vous m'entendez bien? ouais, très bien, parfait. En fait, moi, mon sujet, c'est un peu un marché de niche. En fait, c'est sur le handicap. Et Ouais, tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que pour avoir des bons résultats, il fallait l'envoyer à peu près à 200, enfin, il fallait avoir à peu près 200 réponses. oui, Mais moi, le problème, c'est que mon sujet, il est un peu restreint dans la mesure où moi, c'est les étudiants en situation de handicap que je vise. Et c'est pas facile de savoir comment les atteindre, vu que, par exemple, dans un établissement, on va pas forcément savoir euh, qui sont ces étudiants-là, etc. Et en tout cas, j'avais lancé un premier questionnaire où j'avais eu très, très peu de réponses. Et est-ce que dans le cas où on n'arrive pas forcément à avoir 200, par exemple, 200 réponses, on peut peut-être baisser oui, l'attente du nombre de résultats, mais quand même se faire une idée un peu du... oui. Alors, Myriam, quand je dis 200, c'est le monde absolu. Ils vont mieux en faire 4 fois 50 qu'une fois 200 et se planter. La question de tes étudiants, alors je ne sais pas dans quelle école, mais ils sont présents dans toutes les écoles, hein. Est-ce qu'ils sont dans les bureaux des élèves de ces écoles-là? Est-ce qu'ils sont dans les associations de ces élèves-là? Est-ce que ces bureaux des élèves, ces associations sont appétents au handicap et pourraient t'aider à partager ton questionnaire? Est-ce que dans ces écoles-là, il y a un référent handicap? C'est peut-être lui Oui. qui va être ton premier leader, d'accord? Ces étudiants en situation de handicap, est-ce qu'ils font partie de clubs de sport? Est-ce qu'ils font partie de réseaux sur lesquels ils échangent entre eux? C'est un bon moyen aussi de dire, dans quel réseau se retrouvent ces étudiants en situation de handicap? Il y en a, on parle beaucoup de paralympisme aujourd'hui, d'accord? Tu as plein de clubs de sport en France qui, de plus en plus, donnent accès aux personnes en situation de handicap, d'accord? Est-ce que Oui. dans ces clubs de sport, tu ne peux pas aller interroger des étudiants? Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais il y a peut-être des maisons, des associations, il y a peut-être des maisons comme ça qui accueillent ces personnes-là. C'est là où tu dois les rencontrer. Ok. Donc, soit tu balances ton questionnaire quantitatif partout, mais effectivement, tu as peu de retours, soit tu cibles des étudiants via les B2, les associations d'étudiants dans les écoles, dans les instituts, dans les facs. Il y a peut-être un référent étudiant dans les écoles maintenant, dans les facs, je ne sais pas, c'est peut-être là qu'il faut aller le chercher, qui, lui, va partager ton questionnaire auprès de ces gens-là. Faut essayer de trouver un truc, un pied de côté, quoi. Lionel, D'accord. je dis deux mains. Oui, oui, juste parce que comme certains d'entre vous le savent, mais j'ai été enseignant-chercheur pendant une vingtaine d'années avant de rejoindre Leaf4Good. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, dans toutes les facs, il y a un référent handicap. Tout simplement parce que j'étais responsable de plusieurs Master 2. Les responsables de formation, de Master par exemple, sont prévenus par le référent handicap pour pouvoir aménager les conditions d'examen des étudiants qui sont en situation de handicap. Et en général, ces personnes-là sont très, très proactives dans les écoles et dans les universités. Donc, je pense que là, pour le coup, d'aller chercher un référent handicap sur LinkedIn dans chacune des écoles cibles que tu souhaiterais tester et de les solliciter et peut-être dans un premier temps d'avoir une approche pour le coup cette fois-ci qualitative, un entretien qualitatif avec eux pour ensuite pouvoir déboucher sur le fait de router un questionnaire quantitatif auprès des étudiants de leur école. Je pense que ça fonctionnerait très bien. Ouais, exactement. Le refaire à l'envers, effectivement, engager les référents handicap vers un questionnaire qualitatif et qui t'aide après à diffuser ton questionnaire quantitatif auprès de leurs étudiants qui sont dans chacune des écoles. Ouais. D'accord. Ok. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai un bon pote qui est président, je ne sais pas qui c'est, dans la conversation, pardon. Euh, C'est qui? J'ai un site, ouais, c'est qui? Ouais, c'est moi. Ouais, Bonjour à toutes et à tous. bonjour. Oui, c'est Bonjour. un de mes potes qui est très engagé sur ces sujets de handicap à un niveau national dans l'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il peut avoir pas mal déjà de stats, de données, de rapports et en même temps une grosse expérience terrain parce qu'il a fait pas mal de choses sur ce sujet. Donc, pour le coup, LinkedIn, c'est très efficace pour ça. Ouais.
Ok, Bah oui, parce qu'en fait, merci beaucoup. ouais, parce qu'en fait, ton persona, c'est le référent handicap des écoles. Ok, ça Enfin, marche. Ouais. c'est un persona cible, en fait. Voilà. Après, tu peux avoir les clubs de sport aussi, ou les fédérations. Ouais. Euh, Oui, parce que moi, c'est vraiment les jeunes en situation de handicap. Alors, c'est vrai que pour que ce soit pas trop compliqué, là, j'avais ciblé au niveau de la région parisienne les universités, mais c'est vrai que l'idée, c'est tous les jeunes. Donc, effectivement, j'ai pas pensé au côté sportif, etc. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Alors, soit c'est un côté sportif, soit c'est un côté au sens large étudiant. Ça peut être, mais le côté sportif, regarde les Paralympiques aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont Paralympiques, qui font du sport. Il y a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc les fédérations, effectivement, comme le dit Lionel, et puis j'ai oublié ton prénom, pardon, c'est aussi d'aller voir les référents handicap dans les universités, les écoles, au contraire. Oui, Myriam, il y a aussi des maisons départementales des personnes handicapées. Il y en a une à Paris, il y a Lyon aussi. Après, je ne sais pas si c'est partout en France. Enfin, si, je pense, mais les MDPH, Oui. Oui. jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut être une bonne cible. Et petite précision avec les Jeux paralympiques là, qui ont lieu en ce moment, il y a une mission handicap qui est très forte, qui est très puissante aujourd'hui au niveau national, au niveau départemental. Donc c'est aussi un bon moyen de te faire connaître. C'est où ça, pardon? Je sais pas. Il y a des missions, il y a une mission handicap départementale et régionale, quasiment aujourd'hui, dans chaque région. Mon fils, là, mon fils qui est en école de commerce, marketing de sport, il vient de faire son stage là, au sein de la Fédération française du handisport. Donc, il a tourné entre Saint-Brieuc, machin, etc., pour les compétitions nationales et internationales. Et il m'expliquait que là où il allait, à Saint-Brieuc, à Limoges ou ailleurs, ou à Paris, à chaque fois, il y avait un référent mission handicap départemental ou régional qui était là. Ok, ça marche. Ok, bah, je note. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions à volontaire? Ah ben voilà, merci beaucoup Cyril de partager. Alors, d'autres. Myriam, c'est toi qui relève la main ou c'était ta main de tout à l'heure? Non, c'était ma main tout à l'heure. Ok, Moi, j'avais d'accord. fait un ancien questionnaire Ouais. et je l'ai retravaillé avec une personne et du coup, je suis en train de le rebosser, mais je sais pas si c'est très utile que je vous l'envoie en réalité, vu qu'on m'a fait déjà des retours et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'en pense le groupe? Moi, je suis prêt, hein. Après, il reste un petit quart d'heure par rapport à ceux qui doivent partir. Moi, je peux rester un peu plus, c'est comme vous voulez. Ben, on peut toujours voir, non? Enfin, si t'es d'accord, hein, Myriam, mais comme ça, Ben, je sais t'auras pas. plus d'avis, peut-être. Oui, il n'y a pas de souci, mais si jamais il n'y a pas quelqu'un d'autre, parce que moi, comme je vous dis, j'ai déjà eu des retours dessus, mais si vous voulez avoir un retour d'un mauvais truc à retravailler, je vous l'envoie tout de suite. Attendez, je vous l'envoie. Ok, ben, envoie-le à qui tu peux l'envoyer, parce que moi, j'ai un problème de Partager. Et bah, du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, super. Oui, Super. Ok. Alors, je relève ma caméra 2 secondes. Alors, bonjour. Ouais. Du coup, je vous laisse lire et puis vous. Alors, tu feras attention, je te donne mon premier avis sur la forme, enfin sur le fond. Et ayant galéré à effectuer mes études, attention au terme, je sais que c'est vrai, Myriam, mais fais attention aux termes un peu comme Oui. ça, un peu cash et négatif. Oui. Et là, tu parles beaucoup de toi. Oui, oui, oui. Moi, le conseil qu'on m'avait donné, c'est de rétrécir, mais vraiment, vraiment, parce que c'était trop long. Bah, en fait, moi, je pense que toi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 6, 8, il y a 10 lignes. Bon. Mais introduis le vous dedans. Ouais, Tu d'accord. es actuellement étudiant. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à? Et tu donnes 3 exemples. Ouais. OK? Et tu donnes 3 exemples, par exemple. Et à partir de là, bah, tu introduis ton sujet. Donc c'est vous, tu es étudiant, est-ce que tu as été déjà confronté à, et tu donnes 2-3 figures, donc vous, moi, mon projet Ouais. c'est, et tu donnes 3 exemples de réalisation de projet que tu veux mettre en place pour que les gens visualisent tout de suite. Voilà.
C'est le principe de Paris Match, hein, c'est le play match avec des photos. C'est par exemple, si je te dis et tu donnes 3 exemples de ce que tu veux mettre dans ton projet. Parlons-en ensemble, ce questionnaire est là pour toi. D'accord. Ok. Alors, je descends. Ouais. N'hésitez pas, hein, les autres à interagir, il n'y a pas que moi. Hein. Ok. Alors, ensuite, j'ai mis une question. Tu es en licence, master, diplôme universitaire, école d'ingénieur, doctorat, IUT, autres. Alors, attends, j'ai une question, Myriam. Dans ton questionnaire, il y a combien de questions? Il y en a beaucoup. Alors, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Wow. Ok. Il est très bon. C'est pas grave. Remonte, parce que j'ai un truc qui m'embête un tout petit peu. Oui. Est-ce que c'est important que l'étudiant qui réponde, est-ce que c'est important de savoir pour toi qu'il est en licence, en école d'ingénieur, en doctorat? Quoi qu'il arrive, il est handicapé. Est-ce que son niveau d'études ouais. est-ce que son niveau d'études a du sens pour toi? Bah, c'est vrai qu'en fait, au début, je voulais savoir à peu près donc, est-ce que les formations étaient accessibles ou pas. Sauf qu'en fait, je pense que je cible trop. En fait, j'ai trop d'attentes en fait différentes. Alors, et moi, donc, j'ai pas vu tout ton questionnaire, mais ma première réaction, je me dis qu'un étudiant en situation de handicap, qu'il soit en master, en IUT, en école d'ingénieur, il reste en situation de handicap. Ouais. Mais okay. Je peux me tromper. Si tu me dis j'ai 25 questions, est-ce que celle-là est importante? Est-ce que c'est la première question qui est importante? Pas sûr. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, ce qu'on m'avait conseillé de faire, c'était parce que sur Google Doc, on peut faire des sections. C'est-à-dire. Ouais, mais avant de le faire sous Google Doc, moi, je t'invite à le rédiger sur un cahier qui pose sur les bonnes questions. Mets-toi à la place mets-toi la personne. Mettez-vous toujours à la place de la personne qui va lire votre questionnaire. Okay. Si au bout de 5 questions, pardon pour l'expression, ça le gonfle, tu viens de le perdre. Ouais, c'est clair. Donc, la question, est-ce que moi, je suis un étudiant en situation de handicap, que je sois en école d'ingénieur, en doctorat, est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport au fait que je sois en situation de handicap? Et est-ce que ça change quoi que ce soit pour toi par rapport à ton projet entrepreneurial? Pas sûr. Bah, en vrai, non. Bon, vas-y, descends alors. Ouais. Bon, en quelle année, j'imagine Bah ouais, que du coup, voilà. Après, les établissements, est-ce que je vois ENSA, Panthéon-Sorbonne, Sciences Po Paris. Du coup, tu es parisienne? Ouais, là pour l'instant, je suis sur la région parisienne, ouais. Ok. Est-ce que ça change quelque chose qu'il soit à Paris ou qu'il soit dans l'Institut de pharmacie ou le Grand Moulin? Bah, en fait, moi, le questionnaire, il va me servir à avoir des retours des étudiants, mais ça peut me permettre aussi de cibler un établissement. C'est-à-dire que, comme moi, le problème que j'ai, c'est que je dois créer le problème parce que du coup, les établissements, enfin, peut-être que je me trompe, mais en fait, l'idée, c'est aussi de proposer mes offres en disant, bah, j'ai fait une enquête chez vous, voilà les résultats, et prouver qu'il y a un problème. Du coup, c'est pour ça que je m'étais dit que ce serait intéressant de savoir à chaque fois dans l'établissement combien il y avait d'étudiants en situation de handicap qui m'ont répondu, etc. Ouais, mais regarde, la question précédente, tu as parlé d'école d'ingénieur, d'école de commerce. Là, je vois que des universités. Oui, a priori. Le problème, c'est ça, c'est qu'au début, j'ai voulu viser trop, c'est-à-dire les écoles et les universités, et on m'a conseillé de vraiment me restreindre à commencer par les universités d'abord, et quitte à refaire un questionnaire qui sera seulement à destination des écoles. Ben ça veut dire que tes personas, les personas tels qu'on les a identifiés tout à l'heure avec Lionel, c'est les référents handicap, ils seront que dans ces 10 établissements-là. Et donc, c'est-à-dire que ton questionnaire, tu l'envoies que à ces référents-là, que à ces étudiants-là. Ouais. Tu vois, oui, vraiment, je vous dis, je sais qu'il est pas bon. T'inquiète, il n'y a aucun jugement de valeur, je te le fais en live sans filer. Non, je sais, bien sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à retravailler dessus, mais en tout cas, voilà. Il
Il faut que Ok, donc là, Mais toi, du coup, toi, regarde ta question, la filière spécialisée lettres en langue histoire, on est dans la continuité de la question précédente. Pour l'instant, tu ne vises que les universités les grandes universités parisiennes. ouais. Et voilà. Ok. Ok. Ouais, celle-là, il faut que je la retire parce que je sais qu'elle sert à rien aussi. En fait, qu'on soit en éco ou en histoire, on reste en situation de handicap, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Ensuite, Myriam, Alors, je t'interromps juste une seconde, mais ouais, ce qui est important, c'est que le début de ton questionnaire soit centré sur la problématique que tu souhaites résoudre, les ouais, sujets auxquels tu souhaites apporter une solution. Ce qu'on ouais. appelle la fiche signalétique, qui va derrière te permettre de faire des tris, c'est à la fin du questionnaire. Et seuls y répondront ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui se sont sentis suffisamment impliqués par rapport au sujet que tu souhaites aborder, tu vois. Là, moi, je réponds à ça. J'ai déjà décroché, en fait. Et il est Ouais, fort pareil. probable que j'ai déjà fermé ton Ouais, enquête. ouais, Parce que j'ai l'impression de répondre à une enquête de police. Donc, la fiche génétique, c'est toujours à la fin. ouais. Mais ok. toi, il y a Myriam, pour rebondir sur ce que dit Lionel dans le continuité de ce que je te disais, tes études supérieures avant, ça s'est bien passé, parcours chaotique. C'est trop large, en fait, si tu veux. On est déjà à la 5e question et comme le disait Lionel, on n'est pas déjà en partie sur ton sujet, tu vois. Ouais. Donc, euh, vas-y, descends. Je le fais en live, Ouais. hein, les amis. Hein, donc, désolé, mais vas-y, descends. Attends. N'hésite pas à développer concernant ton parcours scolaire avant ton arrivée dans le supérieur. C'est Ouais, quoi ça le. aussi, il faut que je le retire parce que Ah j'étais ouais, trop large. En fait, je me suis noyée dans le questionnaire à ouais. vouloir savoir beaucoup trop de choses. Et, Mais et attends, quand. bah oui, je pense que celle-là, elle n'a pas de sens. Attends, et ton handicap, c'est un handicap physique, un handicap moteur, c'est un handicap quoi? Il y a tellement Bah, de handicaps. Tu vois. ouais, bah, en fait, moi, je vise tous les handicaps. C'est vrai que je cible pas. L'idée, c'est vraiment de faciliter à tous les étudiants en situation de handicap, peu importe les handicaps qu'ils ont. Ok. Mais c'est de savoir en fait quels sont les besoins pour pouvoir trouver des solutions et y répondre en fait. C'est pour ça que j'ai Et, posé la question quel est ton handicap, quels sont tes handicaps et les et troubles toi, et, associés. et- et toi, à travers ton projet, tu vas répondre à tous les handicaps? Oui, parce qu'en fait, souvent, c'est les mêmes besoins qui se retrouvent. Parce qu'en fait, du coup, à travers les quelques questions que j'ai récupérées et les interviews que j'ai fait avec plusieurs étudiants, Ok. en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'est les mêmes problématiques. Et donc, je peux y répondre. En fait, une solution pourra répondre à plusieurs types de handicap. Ok. Alors vas-y, descends. Les troubles associés, le choix des études, bah, ok. Alors Ouais. là, on arrive sur des questions un peu plus ouvertes. Alors, c'est quoi ton projet derrière, Myriam, en termes de réponse aux situations, aux étudiants en situation de handicap? Qu'est-ce que tu vas proposer concrètement? En gros, moi, l'objectif, c'est de proposer des solutions numériques et technologiques pour répondre aux besoins. Tu peux me Et donner tu peux me donner 2 exemples, s'il te plaît, de solutions oui, numériques bien et sûr. technologiques? Ouais. Bah, en fait, par exemple, pour la question de la prise de notes, parce que du coup, c'est vrai que là, je me concentre d'abord sur les aménagements d'études pour ensuite aller plus vers la vie étudiante. Mais par exemple, pour les étudiants qui ont besoin de prise de notes et qui doivent attendre un mois pour avoir la prise de notes ou de l'aide humaine qui n'est pas là des fois, bah, l'idée, ce serait d'utiliser par exemple l'IA pour pouvoir obtenir de la prise de notes plus facilement et permettre aux étudiants d'être autonomes. Ça veut Donc, dire ce que serait. pourquoi je te pose cette question-là? Parce que dans les questions que je vois là, concernant tes choix d'études, distance de mon lieu d'habitation en lien avec mes problèmes de santé et handicap. C'est un lien avec le sujet, avec la réponse que tu vas apporter ou pas? La distance Que avec tu le lieu d'études. Euh, non. bon, tu vois, il faut faire attention parce que, en fait, il faudrait que tu commences par décrire ce que toi tu veux mettre dans ton offre de service, idéalement, même Ouais. si tu ne pourras pas tout faire, tu auras une V0, une V1, une V2 et cetera, OK? Et à partir du moment où tu as décrit ton offre de service de manière numérique et digitale,
il faut que tu orientes en partie ton questionnaire par rapport à ça. Oui. Pardon, Lionel, tu avais posé une. Ouais, Lionel a levé la main. Ouais. Oui, juste pour que, parce qu'en fait, c'est pour que ça serve à tout le monde, en fait. Oui, Ce qui est très révélateur dans la proposition de questionnaire, c'est que c'est révélateur d'une étape préalable qui n'est pas bien faite. Oui. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas comment le trouver. Et Oui. les questions ratissent beaucoup trop large. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. ton étude documentaire, tu as un cursus universitaire et tu as déjà fait l'exercice d'un travail de recherche un petit peu académique. C'est quelque chose que tu as fait dans ton passé ou pas? Il y a très très longtemps, mais oui. D'accord. Alors, pour réveiller un petit peu tes souvenirs, puis ça réveillera aussi les souvenirs de ceux qui ont fait ça dans leur cursus. Tu commences toujours tu poses une problématique et tu commences toujours par faire, alors on appelle ça une revue de littérature. La revue de littérature, ça correspond à la recherche documentaire en études de marché. C'est-à-dire que tu fais un état du savoir. Tu te dis, modestement, je suis peut-être pas la première à me poser cette question, donc je vais déjà aller voir quelles sont les réponses qui ont été apportées par les praticiens, par les théoriciens, etc. Et donc là, ça va te permettre d'émettre un certain nombre d'hypothèses. Et ton étude derrière, qui est appelée l'étude empirique, enfin, si on est un peu carré, tu choisis un cadre théorique, etc. Mais je balaye ça, c'est trop académique. Mais après, tu fais une étude empirique. L'étude empirique, ça correspond au quali et au quanti de ton étude de marché. C'est-à-dire que tu vas mener un certain nombre d'études quantitatives et qualitatives avec plusieurs types de méthodes pour essayer de valider les hypothèses que tu as trouvées dans ta recherche documentaire, ou au contraire de les infirmer, ou de les enrichir. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que tu pars tout azimut parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu cherches. Donc, tu essayes de ratisser. C'était une sorte de méga étude alors qu'un ministère pourrait faire, mais pas un start-upper. Tu vois, si tu étais chargé d'études au ministère de la Santé, peut-être que tu pourrais réaliser une méga étude de ce type-là qui ratisse tout azimut. Mais toi, dans ton identité de start-upper, tu peux pas faire ça. Donc, en fait, il faut que tu sois au clair sur déjà les hypothèses quelles sont les hypothèses de problématiques auxquelles tu souhaites répondre, quelles sont les solutions qui existent déjà, quel est le gap, c'est cette fameuse impact gap, hein, quel est le gap entre les attentes, les besoins et les solutions existantes aujourd'hui, et quelle est la solution que je pourrais, moi, proposer pour combler ce gap. Et à partir de là, ton étude ou tes études visent à vérifier ça. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, j'ai bien identifié un gap entre le besoin et les solutions existantes aujourd'hui? Est-ce que les interviews ou les questionnaires auto-administrés me confirment bien que je ne me suis pas trompé, qu'il y a un niveau d'insatisfaction à ce niveau-là et qu'il y a un gap? Et est-ce que les axes de solutions auxquels je pense recueillent un avis favorable et m'incitent à pousser jusqu'au prototypage pour reproposer à ces mêmes personnes mon prototype et voir si ça pourrait résoudre l'écart entre le besoin et la situation existante. Tu vois la démarche? Mais en fait, aujourd'hui, en fait, et c'est normal puisque je pense que tu n'as pas encore fait cette étude en sprint avec Anne-Claire, il te manque l'impact gap. Il te manque en fait l'identification du besoin, l'identification des solutions actuelles, la mesure de l'écart entre les deux, et à partir de là, quels sont les axes, les idées de solutions que je pourrais proposer. Et une fois que tu as ça, tu peux passer en étude d'opportunité, où là, tu vas aller te confronter au terrain et vérifier si cette analyse est bonne. D'accord, moi je vois. Myriam, très rapidement, tu peux descendre au milieu ou en bas de ton questionnaire pour voir si on a un peu plus sur ton sujet, sur éventuellement les premières solutions que tu voudrais proposer, pour rebondir sur ce que disait Lionel il y a deux secondes. Ouais. Alors ça déjà, toi, regarde, es-tu inscrit au relais pôle handicap de ton établissement? On commence à être un peu dans le sujet. Bénéficie d'aménagement pour tes études. Vas-y, descends. On est encore trop large. Hein. Vas-y, descends. Ok, nanana. Toi, tu es encore trop dans le côté trop macro, quoi, tu vois. Donc, Oui. vas-y, descends. Tu vois, ton sujet, en fait, il apparaît nulle part. Ta proposition de valeur, en fait, elle est nulle part, là, tu vois. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et on est à la 20e question. Ouais. Alors, en fait, pas une seule fois, tu as introduit ton sujet, en fait. Tu vois? Ouais. C'est vrai. Là, je me rends compte que je En dois fait, peut-être. ton sujet, en fait, il est trop académique, il est trop macro, il est trop académique, tu vois. Il est trop généraliste, mais il n'est pas assez déjà dans le je te prends par la main et grâce à mes questions, je vais t'aider, quoi, tu vois. Voilà, Ouais. Ok. tu vois, et à la fin, accepterais-tu un entretien en visio ou en présentiel pour me permettre de te poser quelques questions sur ton parcours? C'est pas le parcours qui est intéressant, c'est ce que tu vas, toi, lui apporter. Et sur tes propositions, c'est d'abord tes propositions à toi, sur lesquelles tu vas le solliciter, tu vois. C'est pas les siennes. Alors, si lui, il en a, c'est intéressant de les récupérer, mais c'est d'abord tes propositions qui vont te faire avancer dans ton projet entrepreneurial. Ouais. Bon. Ok. Et afin Ok. d'améliorer l'accès aux études supérieures pour les étudiants en situation de handicap, c'est afin d'améliorer ton accès dans Oui. Oui. ton parcours étudiant, tu vois. Ouais. Ok. N'oublie pas de personnaliser ce genre de choses, tu vois. Oui, pour que les personnes se sentent concernées en fait Et par ouais, le. et oui. Bon, t'inquiète, tu vas le refaire. Tout va bien. Oui, bah, de toute façon, oui, j'étais en train de retravailler, Ouais. etc. Mais c'était pour montrer un exemple concret de. Non, mais Au en moins, fait, le fait. il est très large, mais Ouais. l'entonnoir, tu réduis. 2, tu Oui, introduis dans l'introduction et pose 3 questions, et au fait, et comment, et pourquoi, machin, etc. Pour moi, qu'ils soient en IUT, en IUT et machin, on s'en fout, sauf si tu décides de prendre que les universités parisiennes. Et oui, tu prends les 10 facs, les 10 écoles de machin, etc. Et tu feras un questionnaire pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc. Parce que c'est pas les mêmes. Bon, pour moi, c'est le même sujet, mais c'est pas les mêmes personas. Enfin, c'est les mêmes oui, personnes, ils sont pas dans les mêmes machins. Surtout si après, tu vas aller questionner que des étudiants de fac, et tu prends les 10 facs de Paris, et après, tu prends les 10 écoles d'ingénieurs, machin, enfin, tu n'as pas fini. Hein. Tu risques de démultiplier 50 fois le sujet. Donc, oui, En tout cas, merci ouais, d'avoir osé bravo, partager bravo. parce que Ouais. je pense C'est que concret. tout le monde apprend beaucoup Ouais. grâce à ça Ouais. et surtout, ça illustre parfaitement l'importance de cette étape supplémentaire qu'on a rajoutée qui n'existait pas dans l'ancien programme Entrepreneur for Good. L'étude d'opportunité n'existe pas. On vous disait de le faire, mais on vous accompagnait pas sur un sprint pour le faire. Et le fait d'avoir séparé en deux avec un programme Start, un programme Boost, ça nous permet d'aller plus en profondeur. Et on se rendait compte que beaucoup d'entrepreneurs finalement pivotaient au moment, après le prototypage, ce qui était oui, déjà beaucoup trop tard. Et là, voilà, cet exemple-là montre bien que les étapes que l'on vous invite à suivre, c'est pour ça qu'on a rajouté ça avec Fatima, avec vos programmes managers, enfin avec Anne-Claire en ce qui vous concerne, et que oui, définir sa vision mission, c'est OK, c'est le point de départ, mais derrière cette recherche documentaire et cette mesure de la zone d'impact maximale, c'est-à-dire le différentiel entre le besoin et les solutions qui existent aujourd'hui, et quelles sont les premières solutions que vous pourriez proposer pour résoudre ce gap et ensuite d'aller confronter ça sur le terrain, c'est vraiment, enfin, le workshop d'aujourd'hui me confirme que vraiment vous en avez besoin, quoi. Ouais, tout à ouais, fait. Donc là, vous ouais, allez rentrer vous avez fait votre sprint vision mission, vous allez enchaîner sur ce sprint impact gap avec Anne-Claire. Et ensuite, derrière, vous rentrerez dans l'étude d'opportunité. Et je pense que vraiment, ça va sécuriser votre parcours pour pouvoir arriver dans d'excellentes conditions pour prototyper. ok, ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours et des fois Avec grand, le fait de voir un truc vraiment mal, enfin, bon, avec un grand plaisir, Myriam. je me suis plantée, mais au moins ça montre à quel point, en fait, comment on peut s'améliorer. Mais non, tu t'es pas planté. Tu apprends en marchant, c'est normal. T'inquiète, hein. C'est normal. Donc tout va bien. Je crois qu'il y avait une question également de Mariam. Oui, Ah oui, pardon. Oui, j'avais une question. Ouais. Ouais, j'avais une question. Oui, par rapport à la définition des questions. Vous disiez qu'il fallait partir du plus général au plus précis. Comment est-ce que vous nous conseillez de faire? C'est de brainstormer, de nous faire une liste de questions et après d'ordonner? Enfin, je sais pas si vous avez des Tu peux choses à nous me, conseiller. tu peux me présenter ton projet en 30 secondes, s'il te plaît? On va le faire en live. Oui. Ouais, allez. Si le groupe est d'accord. Hein, mais,
Ok. Alors, mon projet, il vise en fait à récupérer les fleurs cultivées invendues auprès des fleuristes, des Ah oui, agriculteurs, oui, des excuse-moi, pardon, producteurs, oui, des oui, paysagistes, excuse-moi, pardon, etc. oui, oui, non, oui, j'ai compris, ok, d'accord. J'ai dit au cas où je Non, réintroduis, mais, il n'y a pas de souci. non, mais voilà, Ok, c'est bon, vous l'avez. j'ai compris ton projet. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu as, déjà commencé quelque chose ou pas du tout Non, dans ton justement, là, questionnaire j'ai commencé à définir ma liste de personnes que je devrais contacter, donc fleuristes, etc., etc. Mais je n'ai pas commencé à définir les questions. Première question que tu pourrais poser, c'est quelle est votre volumétrie d'achat de fleurs par an? Ouais, ok. Deuxième question, quel est votre pourcentage de fleurs invendues que vous jetez? Ok. Alors, je le fais sans filet, hein, on peut le Oui, refaire bien 100 sûr. fois l'exercice. Bien sûr, bien sûr. Troisième question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Combien ça vous coûte? Ok. Quatrième question, est-ce que vous avez déjà identifié ou cherché des solutions sur le marché? Cinquième D'accord. question, est-ce que votre grossiste ou votre importateur, qu'il soit hollandais ou j'en sais rien, a déjà dans son portefeuille des actions qu'il vous a proposées sur lesquelles vous n'avez pas réagi ou avez-vous déjà connaissance de sujets qui existent sur le marché? Et donc la réponse est oui, c'est non. La réponse est oui. Par exemple, est-ce que vous pourriez m'en citer deux ou trois? Et là, tu dis, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi vous n'avez pas essayé? Pourquoi vous ne voudriez pas y aller? Ouais, j'y vais Ok, cash, hein. ouais, pour prendre la température. Ouais, ok, ça Moi, marche. j'y vais cash, hein, voilà. Et Mais je pense que ce après, sera de toute façon éclairé, Thierry, par l'Impact Gap qui, pour l'instant, oui, n'a pas été fait. ouais, Hein. ouais. Et sur un sujet comme le tien, tu vois, tu auras vraiment une question enfin, à mon avis, un prisme de base qui sera important à prendre, qui est que finalement, est-ce que tu souhaites proposer une solution en B2C à des clients qui cherchent un produit Oh non. cosmétique à base de fleurs, Ouais. ou est-ce que tu souhaites t'adresser à une problématique qui est parce que tu ne vas pas du tout rentrer dans la même analyse de marché, ça n'aura rien à voir. Est-ce que tu veux t'adresser par exemple à des enseignes ou à des grossistes du marché des fleuristes et à qui tu vas effectivement poser les questions qu'évoquait Thierry jusque-là pour leur faire prendre conscience que qu'il y a peut-être des questions à se poser pour améliorer le ROI en utilisant la Ouais. matière première que représentent ces fleurs qui jusque-là vont à la déchetterie et en disant mais Oui. vous avez peut-être si on vous apportait des solutions est-ce qu'effectivement c'est aujourd'hui un foyer de perte qui vous permettrait d'améliorer de façon notable la rentabilité de vos business units, qui sont donc les fleuristes de votre réseau un peu partout ou de votre centrale. Et si oui, si on vous apportait une solution de transformation de ce déchet en une crème que vous pourriez vendre chez vos fleuristes ou dans d'autres réseaux de distribution en mettant en valeur toutes les qualités, etc., des fleurs avec des produits dérivés ou dans une logique d'économie circulaire, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Tu vois, c'est pas du tout, du tout la même question. Parce que tu pourrais très Ouais. bien être sur de la bougie parfumée, tu pourrais être sur Ouais. des crèmes de soins, tu pourrais, et d'ailleurs, est-ce que ça s'adresse à des humains? Est-ce que ça s'adresse à des animaux? Enfin, après, il peut y avoir des Oui. possibilités qui sont énormes. Mais la Ouais. focale de départ va considérablement changer ta façon d'appréhender ton étude d'opportunité. D'un côté, c'est aussi, tu te positionnes différemment dans la chaîne de valeur et surtout, tu vas choisir aussi qui sont tes concurrents. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas être face à des concurrents qui sont des monstres internationaux de la cosmétique. Et de l'autre côté, tu as plus de chances de trouver un océan bleu qui est vierge de toute concurrence de cette nature-là, avec les gros laboratoires internationaux, et où tu peux sans doute te positionner comme quelqu'un qui vient résoudre un problème de foyer de perte
dans le modèle économique de réseau de fleuristes ou de grossistes, en proposant en plus l'exploitation d'une matière première perdue, et en proposant en résolvant ce problème, non seulement de résoudre le foyer de perte, mais de transformer ce foyer de perte en un complément de gamme dans une logique d'économie circulaire, vendu dans ces mêmes magasins, mais fabriqué à partir de ces déchets de fleurs. Ouais. Et puis si tu me le permets, il y a un sujet, mais tu as encore un peu de temps, il y a un sujet qui va apparaître très rapidement, c'est le modèle économique. Oui, Parce qu'entre le moment où le fleuriste revend, j'en sais un 5 kg de fleurs, il va récupérer un peu de marge. Tu vas avoir un coût de transformation via un laboratoire, soit chez toi, soit un laboratoire de transformation qui va être très cher. Parce que le fleuriste qui te rachète, enfin qui te revend, je dis n'importe quoi, 1 kg pour 50 balles, je dis n'importe quoi, coût de transformation, si ton produit fini, tu le vends à 70 balles, personne ne va te l'acheter. ah bah oui, c'est clair. Et donc, assez rapidement, dans ton questionnaire, dans ton impact, etc., va se poser la question du modèle économique et de la rentabilité. Et pour le fleuriste, Oui. et pour toi, et pour le particulier qui rachète. Soit via le fleuriste, soit en direct, ta crème ou tes cosmétiques. Quoi. Ok. Et du coup, On dans n'en est ce pas là, mais cas-là, ne l'oublie pas, quoi, ce sujet-là. Quoi. Voilà. oui, ok. Et du coup, pour aller dans ce sens-là, est-ce que du coup, vous me conseillez plutôt d'attendre de passer au moins le Sprint Impact Gap avant de lancer ma première enquête ou... Oui, un gros oui. Parce qu'en fait, ça marche. c'est dans ton sprint Impact Gap que tu vas pouvoir mesurer la différence entre le besoin et les solutions existantes. D'accord, ça marche. Parfait. Le problème, c'est que si tu vas discuter avec un fleuriste ou un grossiste trop tôt, et tu t'es trompé dans ton pitch, dans ton discours, sur la valeur ajoutée, sur sa valeur ajoutée, sur son bénéfice à lui, tu ne reviendras pas en deuxième semaine. Okay. Enfin, tu peux revenir en deuxième semaine, mais tu as intérêt à sacrément bien piloter pour qu'il accepte de te recevoir une deuxième fois. Ok, oui, ça marche. Ok. Alors après, il peut y avoir, on le verra la semaine prochaine, dans le workshop de la semaine prochaine, ça ne t'empêche pas éventuellement, si vraiment tu es perdu, de mener quelques entretiens face à face qualitatifs. Là, ça ne va pas hypothéquer sur la somme des fleuristes, ça ne va pas hypothéquer ta crédibilité future. Et il est possible de faire une mini-étude qualitative avec quelques entretiens en face à face pour y voir un peu plus clair. C'est l'avantage du quali. Ok. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est, si je peux me permettre, il faut que tu ailles discuter avec, comme le disait Lionel, en micro questionnaire qualitatif avec un ou deux fleuristes indépendants et un ou deux fleuristes sous franchise de type Monceau et compagnie sur lesquels il n'y a pas de risque, en fait, quelque part. Ouais. Comme ça, tu as la vision de l'indépendant. Tu as la vision de l'indépendant, puis tu as la vision de la franchise qui dit, de toute façon, moi, j'ai pas le choix parce que machin, etc. Tu vois, donc, ok. Ouais, ça marche. Je me note tout ça. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, il reste peut-être s'arrêter là. Les deux warriors. Les deux dernières, les autres avaient des rendez-vous, je pense. Merci beaucoup, Thierry. Oui, merci beaucoup. Merci en tout cas, c'était super intéressant. Ça m'a permis d'avoir plus de visibilité. Super. C'est super. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Excellente semaine. Bon après-midi. Excellente semaine à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.